Mais de fait, ce qu'on m'avait demandé de traiter pour vous, c'était précisément la pertinence des soins de santé dans le réseau avec point d'interrogation. Et puis, vous savez confusément, nous savons tous, que pose la question, c'est y répondre. Et je me pensais que ce que je peux faire de plus utile pour vous aujourd'hui, c'est de vous donner quelques clés pour avoir un peu plus confiance dans la réponse que votre intuition vous suggère. Parce que dans ce domaine-là, on a le choix entre une partie du problème et une partie de la solution. Et je vais essayer très fort de vous convaincre de vous ranger dans le camp de ceux qui vont être partie de la solution. Okay? Alors, de fait, je vous propose un cadre de référence, de fait, qui est commode, puisque, au fond, je vais parler de l'intérieur de la seule profession que je connaisse bien, qui est la profession médicale. Il faut bien qu'il y en ait un qui a défendre ici aujourd'hui. Bien, je ne vais pas défendre de n'importe quelle accusation, parce qu'il y a un paquet de coups de pied qu'elle mérite. Okay? Mais je voudrais qu'on comprenne très bien exactement c'est quoi le dilemme qui est posé. On peut penser qu'il y a deux contraintes éthiques distinctes qui sont en cause. Et elles expliquent une partie de la confusion qui est auto-entretenue dans le système de santé. Il y a d'une part la contrainte éthique qui pèse sur le médecin qui reçoit une demande d'aide d'une personne qui souffre. Et il y a la contrainte différente, distincte, du médecin qui est consulté par un bien portant qui souhaite rester bien portant. Et c'est là que, de fait, il y a un chevauchement qui font que les deux contextes sont pollués, se polluent ou s'entrepolluent mutuellement, si vous pensez l'expression. Une personne souffrante prend l'initiative de demander de l'aide une fois que la souffrance devient intolérable. L'obligation professionnelle du médecin, à ce moment-là, en est une de moyens. Et j'insiste sur le mot moyen, pour faire distinction avec résultat. Il y a beaucoup de professions qui sont astreintes à des obligations de résultat. Un architecte qui vous construit une maison qui s'écroule faillit à son obligation de résultat. Mais il n'y a pas un médecin qui est en mesure de vous garantir la guérison, puisque son obligation est une obligation de moyens. Et la faute professionnelle qui est susceptible de commettre, c'est de ne pas mettre en œuvre tous les moyens qui sont estimés nécessaires. Et j'ai mis estimé en gras, et je l'ai souligné, là, simplement pour attirer votre attention sur le fait que cet estimé-là comprend à la fois des connaissances bien fondées et des opinions d'experts. Qui dit opinion d'experts, dit conférence de consensus, dit corruption possible. N'oubliez pas, corruption possible, puisque je vais avoir référé à cette entité-là à plusieurs reprises. Et le droit du médecin, le médecin qui traite un malade est en outre doté du droit de prescrire en dehors de l'autorisation formelle de mise en marché. Retenez ça. Le médecin a le droit de prescrire, par exemple, un antidépressif pour quelqu'un qui a fait une insuffisance cardiaque. C'est pas formellement, c'est pas ça qui a autorisé la mise en marché l'antidépressif, mais il a le droit de le faire à titre individuel et à titre personnel et dans le contexte singulier d'un cas bien précis. Retenez ça, c'est très important. Vous verrez tout à l'heure comment cette minuscule porte s'est avérée être une colossale porte de grange. Le contexte de réponse au bien important, celui de la prévention primaire, est différent. L'initiative de la démarche est prescrite de l'extérieur. On convainc les gens que c'est une conduite responsable que de consulter son docteur. On convainc les gens que c'est une conduite responsable que d'avoir un check-up annuel. On convainc les gens que c'est bon de se faire dépister pour le cancer. Bref, si vous n'êtes pas convaincu par la publicité que vous voyez à la télévision, vous pouvez compter sur votre grand-mère pour vous rappeler que c'est une conduite responsable. Je parle de votre mère, ça peut être vos pères, ça peut être le frère, ça peut être la soeur, ça peut être le voisin, ça peut être en tout cas, vous savez ce que je veux dire.
Il faut cependant comprendre que dans ce contexte-là, l'obligation du médecin, son obligation professionnelle en est une de résultat. Le médecin qui invite les gens à venir se faire dépister, c'est parce qu'il est en mesure de garantir qu'on va produire un résultat prédéterminé. Et chaque fois qu'on n'est pas en mesure de garantir ce résultat, on n'a pas le droit d'écœurer les concitoyens, surtout quand ils sont importants. La faute professionnelle, c'est dispenser d'une manière impeccable des services d'utilité inconnus, c'est-à-dire non démontrés. Ce qui est le cas de tous les dépistages contre le cancer, sauf un. La mammographie, mais pour les seules femmes de l'âge de 50-69 ans. J'ai bien dit tous les dépistages. Je vais le répéter et je peux le déplier si vous voulez. Et ça exclut par définition la prescription hors autorisation de mise en marché. Je répète cette dernière ligne, ça exclut a priori la prescription d'autorisation d'autorisation en dehors de la mise en marché. Et on verra dans quelques minutes c'est quoi. La dépitorisation de la population canadienne est une belle illustration d'une systématisation d'une prescription hors autorisation de mise en marché. Et voici ce que ça donne comme résultat. En passant, la dépitorisation, ça a coûté en 2009 2 milliards de dollars au Canada. C'est-à-dire exactement, c'est 2 milliards sur un budget total de 25 milliards en médicaments. C'est pas rien. Là. Sachez que ça produit aucun avantage pour 98% des consommateurs. C'est pas rien, là. On est vraiment de retour au marchand d'huile de serpent qui avait les bandes dessinées autrefois. Il n'y a personne qui est empêché de mourir prématurément par la dépitorisation de la population. Okay? Il y a 1,6% des gens à qui ça vaudra la prévention d'une crise cardiaque. Ça fait cher, la crise prévenue, ça. Il y aura 4/10 d'1% qui auront la prévention d'un accident cérébrovasculaire et il y en a 0,6% qui auront, grâce à l'épitorisation, le bonheur de faire un diabète. C'est un cadeau. La prévention primaire fondée sur le dépistage. La prévention pour prévenir le cancer, c'est pas une bonne idée. Le dépistage pour prévenir le cancer, ce n'est pas une bonne idée. Okay? J'ai bien dit, ce n'est pas une bonne idée. Le dépistage fait toujours du tort. C'est en gras, c'est souligné, parce que c'est important de ne pas perdre ça de vue. La sottise qui est constamment réitérée dans les médias, c'est que ça ne peut pas faire de tort. Mais c'est exactement le contraire de la vérité. Ça fait toujours du tort. En raison du surdiagnostic, lequel appelle le surtraitement. Et le surdiagnostic, c'est très simple. Les collègues y ont fait allusion à quelques reprises. Il y a beaucoup de cancers qui ne méritent pas d'autre traitement qu'un haussement d'épaule. Je parle de tous ces cancers qui évoluent tellement lentement qu'ils deviendront peut-être des problèmes de santé importants pour le monde le jour où notre longévité moyenne sera de 125 ans. Un auteur que j'ai traduit récemment dit, commence un chapitre en disant « Il faudrait que les hommes se fassent à l'idée que lorsqu'ils atteignent leur 60e anniversaire, ils ont tous un cancer de la prostate. So what? » Les gars qui vous parlent de 70 ans. Et je répète, so what? J'ai probablement un cancer de la prostate. Mais si j'en ai un, je ne veux pas le savoir. Et il n'y a personne qui va y toucher avec un poteau de 40 pieds tant qu'il m'empêchera pas de pisser. Il peut arriver qu'il y ait rendre service à dépistage, et je vous ai dit, c'est vrai pour le seul cancer du sein, pour les femmes de 50 à 69 ans. Et je dois vous dire que quelques sociétés qui ont fait l'expérience de ce dépistage-là correctement appliqué nous donnent des inquiétudes. Parce que l'avantage est encore plus minuscule que ce qu'on pensait qu'il était. Et s'il continue de se menuiser, il va atteindre le stade où il n'est pas sûr qu'il soit mesurable avec les instruments épidémiologiques qu'on utilise. Si c'est le cas, à ce moment-là, il faudra revoir la conclusion.